Né à Montréal, Jean Rochon détient un doctorat en santé publique de l'Université Harvard. En 1985, il préside la commission d'enquête sur les services de santé et les services sociaux. Élu député dans Charlesbourg en 1994, il devient ministre de la Santé dans les cabinets Parizeau et Bouchard. Bienvenue à Mémoire des députés. Bonjour, M. Rochon. Bonjour, M. Green. Bienvenue à Mémoire de député. Un grand plaisir de vous retrouver. Vous êtes nommé ministre de la Santé par le premier ministre Parizeau après l'élection. Avez-vous trouvé, en arrivant, que les gouvernements avaient adopté, appliqué vos recommandations de commission? À ça, je devrais dire qu'en partie, oui. Pas en bonne partie. Ah oui? Quand on a terminé, on a déposé le rapport de la commission, Mme Lavoie-Roux, qui était ministre à ce moment-là. Là, on est au début de 88. On a terminé nos travaux en 87, en décembre. Moi, je suis parti pour l'OMS. Le rapport a été rendu public en début de février, si je me rappelle bien, 88. J'étais revenu pour ça, grande conférence et tout le reste. Et le gouvernement avait reçu le rapport pas avec une grande froideur, mais je pense que c'est un peu normal. Le gouvernement était un peu prudent, puis on va prendre le temps de le lire et le reste. Et Mme Lavoie-Roux avait décidé, en fait, à l'époque, aurait fait une tournée des régions. Assez importante, je me rappelle bien, pour un peu voir ce que le monde pensait de ce rapport-là. Et je pense que finalement, ça a percolé et que Mme Lavoie-Roux n'a pas eu le temps d'aller tellement loin parce que leur mandat a fini, puis elle quittait. Alors, celui qui est venu après, c'est resté les libéraux, c'est Marc-Yvan Côté. Et je dois dire que Marc-Yvan Côté, il y a certains éléments qu'il a pris, comme l'idée de la régionalisation. Ça, il a marché là-dedans. Il est allé là-dedans. Bon, évidemment, on peut s'attendre qu'un gouvernement change des choses, il n'applique pas tout. Mais ça, il s'est enclenché quelque chose de ce côté-là. Puis quelques autres éléments aussi. Mais il restait beaucoup à faire, de sorte que je me rappelle très bien quand M. Parizeau a présenté son cabinet. Le premier ministre donne toujours un peu la feuille de route à ses ministres. Alors, moi, il m'avait dit, Docteur Rochon, vous avez, il y a quelques années, commis un rapport. Votre mandat, c'est de finir de le mettre en pratique, de le mettre en œuvre. Alors, votre question, c'est oui, ça a été pris, mais il restait beaucoup à faire. Monsieur Jean Rochon, ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, dans ce sens-là, on est reparti avec un nouveau mandat, mais je ne pense pas qu'il y ait eu une brisure. D'ailleurs, ça, je dirais là-dessus que, de façon générale, j'ai été amené à refaire la rétrospective depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Quand j'étais en politique, là, on était souvent questionné là-dessus, parce que les gens dans le domaine de la santé, la population par rapport au système de santé, on a l'impression qu'on recommence toujours à zéro. On va d'une réforme à l'autre. Qu'est-ce que ça donne? On va tout de recommencer. Et quand on regarde un peu l'histoire, puis qu'on grossit le microscope, c'est-à-dire qu'on prend une vue plus large au microscope, si on regarde les différentes périodes, évidemment, ça bouge. Mais si on regarde l'ensemble sur une période d'année, on s'aperçoit que c'est une courbe qui va dans le même sens. Ça oscille, il y a des hauts, des bas, des hauts, des bas, mais ça va dans une même projection. Et ça, là, on n'a pas le temps là d'en faire le détail, mais on peut prendre ça depuis la commission Castonguay. Et chacune des étapes, il y a eu une évolution à peu près dans le même sens. Bon, je dirais, je peux me permettre de mentionner, jusqu'à il y a deux ou 3 ans. Là, il y a vraiment une brisure dans la façon de faire évoluer le système. Ça a l'air de partir autrement. Mais avec des points forts, des points faibles un peu différents. Donc, c'était pas difficile de reprendre où c'était rendu et de projeter encore un peu plus loin. Et d'ailleurs, là-dessus, je me rappelle d'une autre phrase de M. Parizeau, parce que M. Parizeau, c'était mon mentor en politique. Moi, je suis arrivé là, j'étais pas mal vert. Et M. Parizeau, j'ai le souvenir que c'était vraiment un grand professeur.
Alors, une des choses qu'il nous avait dit, pas seulement à moi à ce moment-là, mais qu'il répétait de temps en temps, il dit, en politique, il faut être assez humble. Il dit, le mieux qu'on peut faire. Il sait bien réaliser ce que l'autre avant a fait dans un poste de ministre. En fait, de bien comprendre ça et de faire du saut de mouton. Sauter jusqu'à l'autre étape, en corrigeant un peu le tir, mais en profitant de l'aspiration qui a été faite, espérant que le prochain aura l'intelligence de faire la même chose. Et c'est comme ça que finalement on avance. Alors moi, ça correspondait un peu quand on regarde en rétrospective le système de santé. Si on le regarde juste par des périodes trop courtes, c'est parfois décourageant. Mais quand on regarde l'ensemble, au total, on a bâti beaucoup sur les époques précédentes. Et au total, je pense qu'on a amélioré la situation. En parlant de choix difficiles, en 95-16, vous deviez couper, si je viens, 546 millions de dollars du budget de la santé et davantage l'année suivante. Quel était l'effet de cette rigueur budgétaire sur le système elle-même? Bon, alors ça, il faut vraiment regarder les étapes. Je me rappelle très bien de ça. La première décision qui était de couper le 500 millions, c'était pour tous les systèmes publics, le système de santé entre autres. Dans le jargon, ce qu'on appelait, on ne redonnait pas dans le budget ce qu'on appelle le coût de système. Oui. Bon, à chaque année, il y a un pourcentage, 3-4 je pense, si je me rappelle bien, d'augmentation qui vient avec les progressions dans les échelles salariales, l'augmentation du prix des fournitures, l'inflation et tout ça. Donc, quand on donne ça de plus, c'est le même budget en fait. Mais quand on regardait la littérature, les études qui étaient faites, c'était très clair que le Québec utilisait beaucoup ses hôpitaux, institutionnalisait beaucoup pour les soins, plus que nos voisins en Ontario, plus que les pays comparables. Si je me rappelle bien, c'était quelque chose de 2 à 3 lits de plus par population, au lieu d'avoir 5 ou 6 lits par population. Là, je me trompe peut-être un peu sur les chiffres, mais les proportions sont réelles. On en avait 7-8. Alors, il y a beaucoup de soins qui se donnaient ailleurs, en dehors de l'hôpital, ou avec des hospitalisations beaucoup plus courtes, qu'on ne faisait pas au Québec. Et ça, c'était établi depuis un bout de temps. D'ailleurs, les chercheurs et beaucoup de gens avaient inventé la fameuse expression à l'époque, l'hospitalocentrisme. Oui. Bon, alors c'était ça voulait dire. Tout tournait autour des institutions, la brique et mortier. C'est ça, puis l'hôpital. Et alors que, par ailleurs, s'était développé, puis un peu aussi au Québec, mais de façon un peu timide, des alternatives aux soins hospitaliers. Il y avait ce qu'on appelait l'hôpital de jour. C'est-à-dire que les gens pouvaient arriver le matin, partir le soir, avoir un tas de traitement, revenir une fois par semaine comme ça pendant une période, plutôt qu'être hospitalisé pendant 4-5 jours. Il y avait la chirurgie d'un jour, qui commençait un peu, mais très faiblement, où tu pouvais vraiment avoir tous les examens dans la semaine précédente, arriver le matin, bon, être opéré. Et il y avait aussi la poussée assez forte de développer beaucoup mieux les soins de longue durée et les services en première ligne. Alors ça, c'était dans le programme très clair. Et alors moi, quand je suis arrivé au ministère, il n'y avait pas beaucoup à convaincre les gens du ministère, les gens dans le système, en ayant pris l'option de régionaliser les gens dans les régions. Alors tout le monde est tout à fait d'accord pour dire qu'il faut rééquilibrer notre système. Ça c'était acquis. Donc, dans un sens, on savait qu'en rééquilibrant le système de cette façon-là, ça coûterait moins cher. Okay. Parce que les mêmes soins, quand on comptait ce que ça donne en chirurgie d'un jour, en hôpital de jour ou à domicile, c'est beaucoup moins que quand on bloque un lit hospitalier. Oui, mais en 97, des milliers de travailleurs de la santé ont accepté une offre du gouvernement de quitter et pour une retraite anticipée, en fait. Avez-vous bien évalué l'effet de ces départs, surtout les 4000 infirmières qui sont partis? C'est là que le problème est arrivé. Parce que la première année, permettez-moi de compléter ça, pour faire la réorganisation, on a fermé des hôpitaux, des petits hôpitaux. Et ça, il s'est vite fait un accord que ça sera beaucoup moins douloureux dans chacune des régions si on prenait un bloc qu'on fermait que si on coupait un petit peu partout. Là, tout le monde serait devenu terriblement en difficulté. Ça, on est dans la première année. Là, mais c'est important d'avoir ça pour comprendre ce qui s'est passé après, ou ce qui ne s'est pas passé après.
Alors donc, le choix était fait là et il y a eu de provision de prise. Et la première année, ça s'est fait. Il y a une partie de l'argent qu'on sauvait en faisant ça qui était la contribution qui était payée au déficit zéro pour s'équilibrer, mais qu'il y a une partie qu'on utiliserait soit pour commencer à développer des lits de soins de longue durée. Il fallait en rénover plusieurs d'ailleurs. Alors, il s'en est fait 2000 finalement. Certains ont remplacé des lits vétus, d'autres, comme dans la région de Québec, je me rappelle bien, à Chauveau, ça devenait un centre de soins de longue durée. Alors, il y a une partie de l'argent qui est allé là, puis une partie pour développer des soins à domicile. Et cette année-là, je termine avec ça, cette partie-là, parce que ça aide à comprendre après. Tout le monde n'est pas d'accord sur tout, c'est pas ça que je veux dire. Je ne vais pas aller lunettes roses. Là. Mais il y avait quand même un accord assez sur les éléments de fond, que les syndicats, la CSN surtout, qui représentait les travailleurs dans le domaine de la santé, avaient accepté de mettre de côté, je me rappelle bien, c'était un chapitre ou une partie de la convention collective, pour en renégocier un autre, pour assister cette transformation. Bon, un exemple patent de ça que ça permettait de faire, dans la convention collective telle que c'était avant, si une infirmière, une nutritionniste, n'importe qui quittait un hôpital, puis s'en allait dans un autre hôpital, ils perdaient leur ancienneté, ils recommençaient à zéro, la journée qui rentrait. Il y avait un certain nombre de choses comme ça, de sorte que la mouvance du personnel a été conçue sur une base régionale. La région prenait de la place comme base d'organisation du système. Et ça s'est raisonnablement bien passé. Là, je reviens à votre question. La deuxième année, là, on s'est fait dire par le ministre des Finances, on ne peut plus juste aller avec il employait l'expression la gratte au niveau du sol, il va falloir creuser un peu. Alors là, ça commençait à être pas mal plus difficile parce que, premier problème, le transfert dans la transformation, c'est pas fait au rythme qu'on aurait dû. Parce qu'une fois qu'il a été parti, la transformation, ça marchait. Mais on n'a pas pu suivre le rythme pour développer les soins à domicile, puis de soutenir la première ligne pour qu'il rééquilibre le système. À cause des coupures ou parce que le système était trop lent? Non, c'est surtout qu'on n'avait plus d'argent. Ouais. Autant la première année, il y a une partie qu'on donnait au déficit zéro, puis une partie qu'on investissait. Rendu la deuxième, la troisième année, on n'avait plus rien à mettre dans le système. Bien, il y en avait un peu, mais vraiment un peu des grenailles, là, à toute proportion gardée. Et ça allait beaucoup au déficit zéro. Et là est arrivée l'autre complication. C'est quand cette entente a été faite d'ouvrir les départs du personnel. Parce que quand on avait fait la première année, puis on avait aussi offert aux gens qui allaient dans d'autres établissements ou de prendre la retraite. Mais il y avait des balises. C'était, il faudrait que les gens, je ne me rappelle pas des détails, mais au moins 50, 55 ans, ou tant d'années de service, que ce soit vraiment ceux qui étaient un hôpital, un centre transformé, qui pouvaient bénéficier du programme pour partir. Donc, c'était très, très balisé, et le nombre était contrôlé. Moi, j'étais assez nerveux à ce moment-là. Nerveux, c'est-à-dire inquiet, sachant que c'était depuis 2 ans qu'on vivait une transformation, qu'il fallait que le monde se mette à partir sans que ça soit contrôlé. Ça deviendrait très difficile à gérer. Mais il reste que le résultat net, ça a été qu'on ouvre le départ. Et là, je me rappelle très bien qu'il y a eu 3 scénarios de fait au Conseil du Trésor. Ils font toujours ça, les économistes, marchent par scénario. Alors, le scénario moyen, probable, puis un scénario allégé, il y en a moins qui partiraient, la moyenne qui était espérée, ou plus. Et ce qui est arrivé, c'est parti plus que le scénario maximal. Encore plus. Alors là, ça posait un défi énorme d'abord de remplacer les gens en mesure. Parce que dans le système de santé, c'était sûr que l'économie venait pas en diminuant le personnel. C'était plutôt que le départ des seniors et l'engagement des juniors faisait que la masse salariale était moins grande. Alors, d'abord, c'était plus difficile de gérer, d'avoir des nouveaux personnels qui arrivent à mesure parce que ça se passait très vite. Et l'autre chose que je dois dire dont j'ai réalisé l'importance à ce moment-là, je savais que c'était quelque chose qu'il fallait gérer, c'est-à-dire, mais je ne pensais pas que c'était si important que ça. Les équipes qui se reconstituent, même si souvent c'était des gens plus jeunes, mais très bien formés, souvent avec des techniques plus développées que ceux qui remplaçaient. Mais avant qu'une équipe, parce que le travail se fait en équipe dans les établissements, dans le domaine de la santé, avant qu'une équipe retrouve sa dynamique,
son fonctionnement, puis sa capacité d'ajuster. Il ne faut pas tout programmer dans un domaine comme la santé. Là, on s'aperçoit qu'il y a une équipe d'expérience avec des leaders. Même ceux qui n'ont pas de fonction de gestion d'une équipe, il y a des leaders naturels qui se développent dans une équipe. Ça fait des équipes qui sont capables beaucoup d'absorber, de se couvrir beaucoup, ce qu'une toute jeune équipe n'a pas eu le temps de développer comme dynamique encore. Alors, il y avait ces deux phénomènes-là. La capacité de remplacer au bon rythme et de donner une chance aux équipes de fonctionner. Et c'est ça là, qui a posé vraiment un problème. Je ne dirais pas qu'il était devenu ingérable. Tout finit par se gérer, mais il y a des conséquences qu'il faut absorber à ce moment-là. Et c'est là que ça a été très difficile, parce qu'une jeune équipe qui a subi une grosse tension, qui n'a pas la souplesse, la seniorité d'une plus vieille équipe, les gens se fatiguent, il y a plus d'absence. Et le reste, c'est le reste. Et une fois que c'est parti, ça, bien là, c'est une boule de neige là, qui prend pas mal d'ampleur. Alors, c'est ça qui est arrivé. Que là, évidemment, j'entends des commentaires parfois. Je m'excuse d'être un peu long là-dessus, mais c'était un peu une occasion de replacer des faits. Je n'essaie pas de faire d'autre chose que ça. Il y avait une transformation qui était voulue par la majorité, qui était établie sur des données probantes et qui marchait. Mais comme toute transformation, il faut aider le système à s'adapter, y donner du temps et transférer les ressources au bon moment. Un an plus tard, c'est un an trop tard. Et pour terminer, que j'ai encaissé assez difficilement à l'époque comme ministre de la Santé, dans le rôle, dans la fonction que j'avais en tout cas, c'est quand on a vu l'opportunité qu'on a décidé de faire le déficit zéro un an plus vite. Moi, évidemment, ma thèse était plus, on pourrait-tu prendre un an ou deux de plus pour se donner un peu d'oxygène, pour évoluer avec ça? Mais je peux comprendre que dans le contexte politique, il y a des élections qui s'en venaient. Tu as peut-être la bonne décision politique dans un sens. On a dit, on aura ce fleuron-là, on a fait le déficit zéro. Mais l'année plus vite, là, on l'a payé, ça aussi, en termes de pression sur le système et de délai pour que la transformation se fasse. Vous avez quand même travaillé des réalisations dans votre santé publique aussi. Oui. Loi sur le tabac, loi sur l'assurance médicaments, formation même d'Emma Québec. Absolument. Oui. Emma Québec, c'était une belle réalisation, ça aussi. Mais c'est une nécessité après le rapport Creever. Exactement. C'est ça. Oui. Il y avait eu du sang contaminé, rapport Creever. Maintenant, nous, comme la première attitude que j'avais eue, je me rappelle bien, on avait vraiment essayé de jouer le jeu avec la Croix-Rouge pour rétablir le système, avec leur donner une chance. Oui. Il y a des erreurs qui étaient faites pour repartir. Mais finalement, la décision a été prise par la majorité des provinces et par le fédéral que non, la Croix-Rouge continuerait ses autres fonctions, mais qu'on monterait un système pan-canadien comme fournisseur du sang. Là, ça nous a posé un problème au Québec. Pas juste parce que c'était le Québec par rapport au fédéral. Indépendamment de ça, le système avec la Croix-Rouge était développé en impliquant beaucoup les hôpitaux. La Croix-Rouge était le distributeur, le fournisseur. Mais la gestion clinique sur le terrain, c'est les hôpitaux qui avaient appris à la faire. Alors, on a conçu de créer notre fournisseur québécois et de renforcer le rôle des hôpitaux, créer un comité d'hémovigilance pour contrôler ce système-là, puis le mettre sur pied. Et ça aussi, je me rappelle de la conférence des ministres de la Santé fédérale provinciale, où j'avais présenté notre plan. Ça a été bien reçu. Il y a même je me rappelle, des provinces de l'Ouest, deux ministres, deux collègues qui m'avaient dit, bon Dieu, si on pouvait se permettre, on ferait ce que vous faites, vous l'avez la solution. Alors, il n'y a pas eu de grosse chicane, autrement dit, autour de ça. Bien évidemment, on restait relié à l'ensemble canadien, dans ce sens que les normes et les critères et les standards, on adhérait au système pan-canadien, mais on intégrait la gestion dans le système québécois avec Emma Québec et le réseau des hôpitaux. Ça c'était une réalisation pas mal intéressante aussi. Et la cigarette, il faut quand même en dire un mot. Oui, c'est ça.
Parce qu'à l'époque où j'étais à l'OMS, c'était une époque où l'OMS était très active pour la lutte contre le tabac. Alors pour moi, c'était évident là, que sur le plan, pas seulement de santé publique, de santé tout court, qu'on ne pouvait pas ne pas contrôler le tabac. C'est peut-être c'était peut-être la seule, c'est peut-être encore la seule ou une des très rares situations où tu as une maladie comme le cancer du poumon, où on a démontré sur le plan scientifique que 90 des cancers du poumon, c'est relié directement à la cigarette. Ce n'est pas un facteur de risque, c'est la cause directe de ça. Puis graduellement, on a découvert que c'est la cause aussi directe d'une bonne proportion de maladies cardiovasculaires, de d'autres cancers ou des choses. Et surtout, l'importance pour les jeunes, jusqu'à l'adolescence. Pourquoi? Parce que là aussi, il y avait des études qui avaient démontré que si on prenait l'habitude de fumer avant la puberté, les gens avaient beaucoup plus de difficultés de laisser la cigarette après que s'ils avaient commencé à fumer après la puberté. Et les compagnies de tabac savaient ça, parce qu'ils ciblaient beaucoup leur publicité, beaucoup sur les jeunes. Sachant très bien que s'ils étaient accrochés là, ils les gardaient beaucoup plus facilement après, peu importe le programme clinique qui sera fait, pour les convaincre. On voit encore, on revient à la différence entre l'action clinique et l'action de population. Là, c'était clair qu'il y avait des limites à ce qu'on pouvait atteindre au niveau clinique, mais sur une base de population, là, on pourrait probablement avoir un impact carrément en avant. Et toute la stratégie avait été faite, mais encore là, avec la démonstration scientifique que c'est pour les jeunes qu'on fait ça. Et que ça fait une différence énorme pour les jeunes. Je me rappelle dans des discussions qu'on avait, parce qu'il y avait quand même, parmi tous les collègues à l'Assemblée nationale, un certain nombre qui étaient des bons fumeurs et qui n'étaient pas convaincus. Et quand on leur ramenait à la discussion et qu'on leur montrait la différence que ça fait pour leurs enfants, la conversation changeait, en général, assez rapidement. Alors, c'est pour ça que, puis là, on a eu une stratégie aussi, un peu de santé publique, de vraiment, disons, on y va pour travailler sur les systèmes. On avait fait la loi, qui appelait la loi parfaite. On met tout là-dedans, ce qu'on connaît qui peut être fait pour bannir complètement le tabac de nos vies. Mais ça comprenait aussi une partie clinique, c'est-à-dire il y avait des sommes de prévues pour aider les gens à cesser de fumer. Oui. Pour qu'il y ait des cliniques et tout ça là-dedans. Mais dans la première version de la loi, il y avait dans votre chambre à coucher que vous pouviez fumer, mais à peu près n'importe où ailleurs, non. Même on avait mis les bars, les casinos et tout. Oui. Bon, maintenant, on était bien conscient là, que ça serait gros avant, à un moment donné. Alors, on avait une stratégie de, à mesure qu'on avance, on va reculer, là. Mais on va reculer le moins possible, puis on va rééquilibrer ça à un niveau de consensus. Et c'est comme ça que la dynamique s'est développée. Mais ça a donné des choses intéressantes, parce que, je me rappelle bien la question des restaurants. Ça, il y avait une grosse résistance du côté des restaurants. Et je pense que je peux la citer, parce que c'est elle que le mérite revient. Celle qui était présidente de l'Association des restaurateurs du Québec, je pense, c'est comme ça que ça s'appelait, c'était Mme Germain. Puis c'est elle qui avait eu l'idée, à un moment donné, elle dit « Pourquoi vous ne feriez pas, comme vous avez fait quand il y a eu la législation pour l'accès aux édifices publics, au moins, pour les personnes handicapées? » La loi avait prévu qu'on ne demanderait pas du jour au lendemain à tous les édifices publics, parce que je pense que ça incluait aussi, pas nécessairement des édifices gouvernementaux, mais où le public va, les endroits publics, mais que s'il y avait des rénovations majeures qui devaient être faites, ou s'il y avait une vente et une reprise, à ce moment-là, il faudrait adapter pour les personnes handicapées, avec un horizon de 5 ou 10 ans, je ne me rappelle pas trop, que dans 5 ou dans 10 ans, là, tout le monde devrait l'avoir fait, mais que graduellement, les gens pourraient y venir à l'occasion d'autres choses. Et finalement, c'est la solution qu'on avait prise, que pour les restaurants, la première mouture, on espérait, puis on avait convaincu un certain nombre qui volontairement avaient adhéré et avaient banni la cigarette. Ils découvraient d'ailleurs qu'ils allaient chercher une clientèle qu'ils n'allaient pas chercher avant. Bien souvent, en n'ayant pas d'ailleurs. Ils en perdaient peut-être, mais ils en retrouvaient autant. Et finalement, ça a très bien marché. On avait une stratégie du genre aussi pour les grands événements sportifs, à partir par les courses d'auto, des festivals. À peu près partout, il y avait parmi ceux qui donnaient de l'argent, des festivals,
ne faut pas être surpris, les compagnies de cigarettes étaient là, Eh oui. de façon majeure. Alors, si dans la loi, on interdisait la publicité, on interdisait la commandite. On dit, si on fait ça, et, là, on a eu toute une manifestation de beaucoup des organisateurs, puis les festivals, il y en a beaucoup au Québec. C'est à travers tout le Québec, c'est dans les régions. Alors là, malgré le contexte du déficit zéro, le gouvernement avait accepté, je pense que c'est Bernard Landry qui était ministre des Finances à l'époque, le premier ministre, de créer un fonds spécial dédié qui permettait à ceux qui organisaient des événements comme ça, qu'en enlevant la subvention qui venait des cigarettiers, de la remplacer par une fondation publique, un fonds public, mais sur une période de 3 à 5 ans décroissant. Donc, ça vous donne le temps, sans vous couper vive, mais vous avez l'obligation de trouver. Un autre Et commanditaire. sur 3 à 5 ans, ils ont tous trouvé. On a vu apparaître Air Canada, puis d'autres compagnies qui n'étaient pas là avant, qui se sont investis là-dedans. Alors, c'est des bons exemples, je pense, que malgré le contexte difficile, et que bien souvent, dans ce qui est transmis dans l'ardeur, la chaleur de la discussion, puis parfois de la bataille, c'est important de refaire le retour et de réaliser qu'au fond, il y avait un mouvement qui allait dans ce sens-là. Et c'est ça qui reste après. Merci beaucoup, M. Rochon. Merci. À la prochaine. Merci.